Je suis astronome à l'Observatoire de Paris. Je fais beaucoup d'observations. J'étudie les trous noirs, la formation des galaxies, donc les trous noirs supermassifs et leur lien avec la formation des galaxies. On appelle ça de la cosmologie observationnelle, c'est-à-dire que c'est l'étude de l'univers à très grande échelle. On peut aussi étudier l'évolution de l'univers, puisqu'on a les différentes couches d'univers qui sont superposées dans une seule image. Et puis récemment, je m'intéresse à essayer de détecter des émissions radio qui seraient liées à la présence d'exoplanètes, de planètes autour d'autres étoiles que le Soleil. Après ma thèse, j'ai arrêté et je suis retourné en Bretagne pendant 2 ans. J'ai retapé des maisons. Voilà. Puis j'ai décidé de reprendre la recherche. Et là, j'ai commencé à travailler sur un projet qui s'appelle LOFAR. Il venait de construire un immense radiotélescope. Donc là, j'ai commencé à essayer de faire fonctionner ce télescope. J'ai développé des algorithmes. Ce télescope, donc LOFAR, est un précurseur, ce qu'on appelle un précurseur ou un éclaireur pour construire encore un plus gros radiotélescope qui s'appelle le SKA, Square Kilometer Array, qui sera le plus gros projet astro jamais conçu, je pense. Faire des images et puis faire la science avec les images. Voilà. Un de mes premiers souvenirs, c'est mon père qui avait une une lunette astronomique. Je ne savais pas ce que c'était. Papa, est-ce que je peux regarder dedans? Voilà. Assez rapidement, il m'a dit, vas-y, utilise-la comme tu veux. J'étais surtout intéressé par la théorie, on va dire. Qu'est-ce que c'est? Plutôt que de comment l'observer, j'étais plus intéressé par qu'est-ce que c'est. En arrivant à Rennes, je me dis, bah chouette, peut-être qu'il y aura un club d'astro à Rennes. C'était déjà très actif à l'époque. Ils n'avaient pas encore construit la Couillère. Puis il y a eu les premières installations pendant ces quelques années où j'étais à la SAR. Je lisais par ailleurs beaucoup, enfin je m'intéressais beaucoup. La SAR, c'était une forme de complément, puis être avec des gens intéressants qui avaient chacun leur passion. Et je me rappelle de quelqu'un qui avait construit un kit d'hypersensibilisation avec une valise, il y avait un moteur, des trucs pour réfrigérer et tout. C'était chouette d'être avec des gens passionnés sur d'autres domaines complètement, des choses que moi je n'aurais pas fait à l'époque. Presque tout le monde adore l'astronomie et donc les associations en astro ont un rôle ultra important en fait, hein. Tout ce que nous, on ne peut pas faire, euh, les professionnels, ces associations font un travail vraiment hyper important parce qu'en fait, c'est quoi la recherche, hein, à part à développer la connaissance, mais il faut que la connaissance ensuite se dissémine pour ensuite nourrir notre inconscient collectif. Depuis quelques années, je pense qu'il y a vraiment une explosion des collaborations entre les amateurs et les professionnels. À l'Observatoire de Paris, il y a un DU, un diplôme d'université en astro. C'est ouvert à tout le monde. Et donc, comme ça, je côtoie des astronomes amateurs, en particulier, qui font cette formation. Le niveau a vraiment augmenté. Enfin, c'est fou, quoi. Maintenant, ce qu'ils font, simplement les images qu'ils font, on peut faire de la science avec, hein, vraiment de la science complètement nouvelle, qu'on ne peut pas faire en pro, parce qu'ils ont des petits instruments, des grands champs de vue, ils ont développé des techniques pour faire de l'imagerie très profonde. Et donc, ils ont beaucoup de temps d'observation aussi, en fait. Du temps qui est cher sur des télescopes professionnels. Et donc, toute leur communauté se structure vraiment, même autour, donc, comme je le disais, de la spectroscopie. Il y a des bases de données, ils prennent des specs, ils les uploadent sur les bases de données. Et il y a vraiment des liens qui se construisent hyper pertinents entre les professionnels et les amateurs. Et voilà, la SAR, dedans, bah, c'est une association qui héberge ces astronomes amateurs. Et je suis sûr qu'il y a des gens très éclairés à la SAR qui participent à ce genre de choses. Et c'est super, hein. C'est super ce qui se passe en ce moment, ce qui se passe depuis quelques années. À mon avis, c'est vraiment très important. Enfin, au-delà de l'aspect vulgarisation. Je suis vraiment sur ces émissions, ces fameuses émissions radio exoplanétaires, et je pense que c'est un sujet qui va exploser dans les années à venir. Je pense qu'on commence à voir des aurores boréales sur les exoplanètes, donc on n'en a pas la preuve, mais on commence à détecter ce genre de choses. Il y a SKA qui va être un peu le radiotélescope ultime. On va commencer à construire là, en fait. SKA, ça va être une extension. Donc pour la partie haute fréquence de MIRCAT en Afrique du Sud. Ça, c'est dans les quelques années à venir. Et puis il y a le SKA basse fréquence qui lui sera construit en Australie. Et typiquement, avec ce genre d'instrument, on ne sait pas exactement ce qu'on va observer. C'est un peu comme si on n'avait jamais observé avant, en fait. Et derrière ces émissions radio-exoplanétaires, il y a des sujets qui pouvaient paraître farfelus par le passé, par exemple SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, où là, ce sont des gens
qui vraiment cherche des signes de vie intelligente. Est-ce qu'on peut détecter un radar? S'il y avait un radar extraterrestre sur une exoplanète, est-ce qu'on pourrait le détecter? Eh bien, il se trouve que si on fait un petit calcul sur un coin de table, on pourrait le détecter sur un nombre significatif de systèmes. Alors, sur la version finale de SCA, donc le SCA phase 2, on peut détecter, si mes souvenirs sont bons, un radar sur les 1 million des étoiles les plus proches. Donc, ça devient probant. Si on avait la détection d'un signal un jour, ça serait probablement la plus grande découverte de l'histoire des sciences. Peut-être que je passerai un de ces quatre, hein, si l'occasion se présente. Ça me ferait plaisir.